Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires de l'été. Chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le premier reportage de cette édition. Accélère, accélère, freine fort. Ça c'est bien. Bertrand a le permis depuis 1972. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire une formation de sécurité routière. Au programme, réglage du siège et freinage d'urgence sur sol sec et mouillé. C'est très bien, mais c'est assez stressant parce qu'on n'est pas rompu à ces exercices de conduite. D'ailleurs, tous les vieux, les manies reviennent, notamment moi-même sur la tenue du volant. La dizaine de seniors présents sur l'activité sont tous conscients qu'une remise à niveau s'impose. Ils demandent des conseils pour éviter les situations dangereuses à l'avenir. Je suis de moins en moins sûre sur la route maintenant, à cause de mon âge. Voilà, déjà. Je sens que je vieillis et que je suis beaucoup moins à l'aise sur la route, vis-à-vis des autres, tout ça. Le circuit automobile a mis en place cette formation senior il y a un peu plus d'1 an, un public qu'il ne pensait pas toucher avant. Des personnes qui ont appris déjà à conduire sur des véhicules beaucoup plus anciens. L'automobile a subi un boom technologique très important ces dernières années, donc c'est plus une remise à niveau au niveau des aides électroniques, etc. etc. L'association CASA a prévu plusieurs activités autour de la prévention de la mobilité. Ils ont réappris le code de la route, la conduite et la circulation. On a eu un retour très positif, c'est vrai que les seniors viennent nous voir en disant que maintenant il faut attention par rapport à la conduite, par rapport à la vision et aussi les certains panneaux qu'ils ne connaissaient pas et qui maintenant font attention. Dans la Loire en 2022, 9 personnes de 75 ans et plus ont perdu la vie, le plus grand nombre par catégorie d'âge. Ce sont eux et les jeunes de moins de 35 ans qui représentent le plus de décès sur la route. Il est l'homme le plus rapide de l'Ouest et même du monde sur 500 mètres. Florian Madec, un Brestois, peut frôler les 70 km/h sur l'eau grâce à sa planche équipée d'un foil. Une prouesse technique qu'il doit à son expertise et à celle d'un ami. Rencontre à toute allure avec Frédéric Lorenzon de la rédaction de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. En silence, il glisse au fond de la rade de Brest à une vitesse folle. Ce jour-là, le vent souffle à 25 nœuds, mais Florian Madec va beaucoup plus vite. 36 nœuds, près de 70 km/h, à 1 mètre au-dessus de l'eau, grâce à son foil. Après près de 3 heures de navigation dans le vent fort, petit bilan. Le wish n'a pas supporté. Ici on a la Vmax, donc et la vitesse maximum sur 2 secondes, donc sur 1 seconde, donc 37-20. J'aimerais bien, si possible, passer les 40 nœuds, ce serait beau, en Vmax, parce que sur 500 mètres, ça va être compliqué. Avec un record à plus de 36,66 nœuds sur 500 mètres en février dernier, Florian est le plus rapide de Brest et du monde. Même s'il a un très bon niveau, Florian n'a pas en théorie le gabarit pour atteindre une telle vitesse. Pour connaître son secret, on retrouve le planchiste dans son autre univers. Florian a monté cette entreprise de composite de pointe il y a 20 ans. On est sur de la production de pièces en matériaux composites pour la défense, pour l'aéronautique, l'océanographie. Aidé de son ami Jean-Baptiste, docteur en mécanique des fluides, mais également planchiste, ils affinent leur foil et leurs connaissances depuis maintenant plusieurs années en multipliant les essais. Le fait que je sois peut-être moins puissant, moins lourd, mais je le compense par de la finesse. Sur le foil, c'est d'avoir une démarche rigoureuse en fait, d'analyse du problème. Quel est donc l'axe d'amélioration qu'on peut trouver? Quel est le principal? Et comment on le résout en fait? Désormais, lorsqu'ils se mettent à l'eau, le tenace Florian Madec a cet objectif, atteindre et dépasser largement la vitesse du vent. Faisons à présent un bond de plusieurs siècles dans le passé pour découvrir, ou plutôt redécouvrir, une pratique médiévale. Le béourde, ce sport de combat qui se pratique avec des équipements et des armes du Moyen-Âge. Une pratique étonnante et impressionnante, vous allez le voir, avec ce reportage en Bretagne, lors d'un entraînement de Capuccy-Colin Guy Lochin pour la chaîne TVR, la chaîne de Rennes. Regardez. C'est une pratique qui peut paraître barbare à première vue. Mais c'est en fait une discipline très encadrée. Le béour, tournoi, en vieux français, un sport de combat médiéval qui se joue en équipe et en armure. Celle-ci, c'est une armure mongole, donc c'est la mienne. C'est un choix que j'ai fait, donc pays de l'Est. Particularité de la discipline, l'équipement doit être daté et authentifié par la Fédération française de béour. Cette armure est donc une reproduction du début du XVe siècle et elle ne pèse pas moins de 32 kilos.
C'est ce qu'on appelle un atanga. Du coup, c'est des lamelles d'acier, un peu comme on peut voir là. C'est comme une robe de chambre. Il y a pour les bras, j'ai mes bazoumandes. Donc on voit qu'il y a ça déjà pris des coups. Pour l'endosser, comptez tout de même plusieurs dizaines de minutes et quelques écuyers. C'est quoi la sensation là? C'est lourd, c'est pas très pratique. Pas pratique et sacrément lourde, donc chaque séance débute par 45 minutes de musculation. Le BO déjà c'est extrêmement exigeant parce qu'on a une armure qui fait 30 kg sur le dos. Puis vu qu'il y a un côté lutte, il y a quand même tout le mouvement est contre la résistance de l'adversaire. C'est extrêmement demandeur, surtout que le casque est extrêmement proche, on ne voit quasiment rien, on respire très très mal. Donc le cardio va être hyper important. Biceps, ischio ou encore explosivité et force, le béour est un sport complet. Le principe, 2 équipes s'affrontent, la dernière encore debout sort victorieuse de la joute. Le béour, en quelques mots, c'est du full contact en armure. C'est né en France à l'époque médiévale, mais ça a été redéveloppé en Russie et c'est revenu il y a une 12-13 ans en France, depuis la Russie. Là, ils sont en 4 contre 4, généralement les tournois peuvent se faire en 5 contre 5, 12 contre 12, 21-21, il y a du 50-50 et 150-150. Le club de Nouvoitou n'a pas encore de quoi faire des combats à 150. Sur l'ensemble de la Bretagne, une quarantaine de personnes pratiquent le béour. Une grande partie vient de la reconstitution historique, mais pas que. Le côté sportif aussi, l'entraide qu'il peut y avoir entre les combattants, qui est super sympa. Je trouve qu'on apprend pas mal de choses sur soi en pratiquant ce sport. Et moi ça m'apporte beaucoup. Tout ce qui est armure, tout ce qui est équipement médiéval, c'est quelque chose qui est beau. Il faut 2e pour toi. La force est-elle avec vous? Si oui, ou si vous souhaitez la trouver, vous serez peut-être intéressé par la pratique du sabre laser. Cette activité issue de l'univers de Star Wars se développe un peu partout en France, et notamment à Limoges, où le cercle d'escrime local propose des cours. Benjamin Delmas a suivi l'un d'entre eux avec des apprentis de Jedi. Un reportage dans une galaxie pas si lointaine pour cette à Limoges. Regardez. Les Jedi à Limoges, tout droit sortis des films Star Wars. Une dizaine de padawans venus apprendre le sabre laser. La lumière, les mouvements, tout y est, même les références. Même Yoda avait des genoux. En tout cas, il bougeait plus. Hein, et il était moins Playmobil. Mais avant de protéger Limoges et la galaxie, il faut s'échauffer correctement, car le sabre laser n'est pas un jeu, mais bel et bien un sport. Ce type d'escrime, d'abord, il s'est développé un peu sauvagement, pas forcément à Limoges, surtout après les films qu'on connaît bien. Ça a été une pratique sauvage aux États-Unis. Et il y a 5 ans, 6 ans, la Fédération française d'escrime s'est décidée à se dire c'est de l'escrime aussi et on va mettre des règles. Tout commence par l'apprentissage de la technique. Les mouvements sont chorégraphiés, répétés en binôme. L'objectif du maître Jedi, apprendre à ses élèves des mouvements qu'ils reproduiront au combat. Et on arrive derrière la cuisse gauche. Un style de combat proche des arts martiaux avec une véritable arme en main. Les sabres laser utilisés sont loin d'être des jouets. Une lame en polycarbonate qui peut très bien casser un doigt ou casser même peut-être un bras ou une jambe. Hein, c'est très très dur, c'est la même matière que les boucliers des CRS ou les hublots des avions. Depuis 2018, le sabre laser est la 4e arme de l'escrime, comme le fleuret, le sabre et l'épée. On apprend des bases, parer, attaquer, mais en fait c'est une chorégraphie pré-appris pour après aller de plus en plus vite pour ensuite faire du spectacle du coup. À Limoges, ces Jedi sont une quinzaine, comme partout en France leur nombre est grandissant. La discipline compte désormais près de 1400 licenciés, prêts à défier les étoiles. De la bonne humeur encore dans cette édition, mêlée cette fois-ci à l'histoire et à la passion. Dans les Vosges, des bénévoles travaillent au maintien d'une scierie du XVIIe siècle. Un bijou patrimonial inscrit à l'inventaire des monuments historiques et très prisé des touristes, comme vous allez le voir avec ce reportage d'Anthony Sapp et de Ludovic Bizilla pour Vosges TV. En pleine nature, du côté de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, dans la vallée de Stréture, la scierie du Lançoir, un bijou patrimonial dont les origines remontent au XVIIe siècle. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques et elle est le 2e site touristique le plus visité en Déo d'Acier avec environ 7000 entrées cette année. Je crois que quand les gens rentrent, c'est une question d'odeur, le parfum du bois, c'est une question d'ambiance, c'est le murmure de l'eau, le tambour du mécanisme et bien sûr c'est toute une évocation. Tout d'abord, alors, on essaye de concilier la précision historique, scientifique, avec
la bonne humeur, c'est tout un univers. Et vous remarquez qu'il a une partie pleine, une partie creuse. Donc c'est ce mouvement-là d'inertie qu'on va utiliser. Quand la partie pleine est en haut, le cadre de la scie est en bas. Le site appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Dié, mais il est géré par une association de bénévoles passionnés avec tout de même un salarié, Benoît, qui joue à la fois le rôle de guide et de sagard. On est dans le lieu de vie, de travail du sagard. Ça a une âme, c'est passionnant de le partager. Parler des hommes comme en 1850. C'est plonger les gens dans la vie d'avant. Et c'est vrai que le retour des gens, c'est de dire waouh, on vient de voyager, merci pour ce voyage. C'est ça, le plus intéressant de ce métier. C'était très bien, très intéressant. Puis au moins ils avaient du mérite à cette époque-là. Hein. C'est autre chose que maintenant, on n'a plus le droit de se plaindre. Quand je vois comment ils travaillaient, tout ça, je me dis mais c'était un autre monde. Hein. Quand vous voyez les tracteurs maintenant et puis vous voyez comment ils faisaient le travail à l'époque, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. La scierie du Lançoir, témoin du passé qui a traversé les siècles sans trop d'encombre, est choyée aujourd'hui par l'association éponyme qui multiplie les projets pour mettre en valeur ce patrimoine. C'est un métier en voie de disparition que nous allons découvrir dans ce journal maintenant. Taillandier, soit la fabrique d'outils à couper grâce à la maîtrise du feu. Ils ne sont plus qu'une poignée en France à exercer cette activité et parmi eux un Sartois qui a bien voulu ouvrir les portes de son atelier à Enzo Maubert de la rédaction de LMTV Sarthe. Regardez. Donc il faut une certaine couleur, une certaine température, là on est aux alentours de 900 degrés. Et donc si vous n'avez pas la bonne température, donc la bonne couleur, en fait, vous allez mal déformer et vous allez plutôt esquinter votre métal qu'autre chose. C'est l'un des derniers représentants d'un savoir-faire ancestral. Pascal Turpin est l'un des 5 Taillandiers français. Dans son atelier, à Montmirail, il fabrique couteaux et épées, des pièces uniques qu'il conçoit et imagine avec une ambition, qu'elles se transmettent et racontent des histoires. Des couteaux, il y en existe plein, mais l'important c'est de créer un couteau avec une histoire. Un couteau, vous faites le mieux possible, le plus professionnellement possible, mais ce qui est intéressant c'est de voir le sourire de la personne qui va devenir propriétaire de son couteau. Et là voilà, là vous avez créé, en fait on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va acheter son couteau, elle va créer sa propre histoire avec son couteau. Donc elle va l'emmener dans une autre région, on en a au Canada, on en a en Australie, donc en fait on peut véhiculer très loin et je pense qu'on est des créateurs d'émotions. Pour l'aider dans sa tâche, il a également pu embaucher une jeune apprentie. D'avoir été nommée taillandière d'armes, c'est vraiment une fierté parce que c'est quelque chose qui se transmet, etc. Donc moi je suis très ravie de pouvoir continuer à faire vivre ce métier parce que c'est vraiment un métier qui mérite de continuer, de perdurer, etc. Qui sait, demain l'Opinel de la Sarthe deviendra peut-être un couteau de référence sur les grandes tables françaises. Voilà, direction l'ouest du pays, désormais avec un embarquement immédiat pour une aventure dans les airs. À l'aérodrome du Mans, des baptêmes de l'air exceptionnels sont proposés chaque jour. À bord d'un autogire, les participants peuvent voler à plus de 200 km/h. Une expérience à couper le souffle et il faut avoir le cœur bien accroché, vous allez le voir, avec ce reportage d'Anthony Piton et de Sacha Lemoine pour notre partenaire LMTV Sarthe. Imaginez un oiseau de métal. Vous l'avez peut-être déjà vu voler au-dessus du Mans. Cet engin jaune canari est un autogire. Aujourd'hui, Martin s'apprête à vivre à bord son tout premier baptême de l'air. Allez, hop. Une expérience pleine de sensations fortes. En l'air, Martin découvre des paysages sous un angle nouveau. Super bonne sensation, très grosse sensation de liberté. Je referai pour peut-être avoir des cabrioles un peu plus importantes que ce premier vol découverte. Car l'autogire est un drôle d'oiseau, entre avion et hélicoptère. Engin connu pour sa maniabilité, il offre des sensations de vol assez uniques.
C'est vraiment une vue sphérique, on y voit partout. Donc c'est des sensations de pouvoir voir sa maison, de pouvoir voir les châteaux, les rivières, etc. De visiter, mais de se déplacer comme on veut, de s'arrêter sur place, de passer de 0 à 200 km/h en 5 secondes et en même temps de pouvoir se mouvoir où on veut. Air Bleu ULM organise entre 300 et 400 baptêmes de l'air par an. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il est aussi possible de se former au pilotage et de passer son brevet de pilote d'ULM. Il y a quand même des notions à connaître et à savoir, donc voilà, il ne faut pas avoir la tête dure, on va dire. Hein. Il faut vraiment emmagasiner pas mal de petites choses qui font qu'après, derrière, ça va bien se passer. Même notre stagiaire Sacha a quitté le nid. C'est parfait. Cool. Parfait. Alors on est parti. Alors, prêt à prendre votre envol ? Des balades en plein air ou de longues marches ou encore des randonnées, vous en ferez sûrement beaucoup cet été. Dans les Vosges, les accompagnateurs en montagne permettent aux curieux et aux touristes de découvrir les richesses de la faune et de la flore locale. Parmi elles, le chamois captive l'attention, car pour apercevoir cet animal, mieux vaut s'équiper de jumelles et d'un bon appareil, comme Thierry Lasson de la rédaction de Vosges Télévisions. Regardez. Ce mercredi, en fin d'après-midi, Maxime, accompagnateur en montagne, emmène une dizaine de randonneurs sur les crêtes vosgiennes. La météo y est en effet on ne peut plus idéale pour l'observation du chamois. Et en effet, on ne tarde pas à en apercevoir un. Mais il est beaucoup trop loin pour le zoom de notre caméra et sur le moment, avouons-le, c'est un peu décevant. Mais à quelques centaines de mètres plus loin, regardez qui s'invite à la fête. Pas vraiment farouche, ce mâle d'une quarantaine de kilos, qui va faire durer le plaisir d'ailleurs et se laisser photographier sous tous les angles. Le seul prédateur qu'il a, c'est le loup et le lynx. Il n'a pas beaucoup sur le massif. Donc on peut le voir plutôt sereinement. On pourrait presque le caresser par moment, il faut surtout pas le faire. Voilà, si on est déjà à 10 mètres, c'est déjà vraiment beau. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, plus proche pour le voir, quoi. C'est pas souvent qu'on voit des chamois, alors c'est bien aussi. Et vous en aviez jamais vu jusque-là ? Bah, qu'en photo. Bah, c'est super. Dommage, j'ai pas le bon appareil photo, mais bon, j'ai pu me débrouiller avec mon téléphone. Mais je compte bien revenir pour faire d'autres photos et découvrir d'autres. Parfois, il y a des photographes qui font des plus belles photos que nous, donc ça nuit pas, ça remplace pas l'instant vécu. Regardez avec ses yeux et pas avec l'appareil. Ouais, c'est beaucoup mieux. Les zones de prédilection de l'animal sont ces cirques glaciaires. Il y est en effet parfaitement adapté. Il a des sabots très adaptés pour tenir sur les rochers et la glace. Il a une très grosse cage thoracique, un très gros cœur, et il a beaucoup plus de globules rouges que l'être humain. Donc toutes ces caractéristiques font que c'est un animal qui peut monter et descendre dans les cirques glaciaires très facilement. Le chamois vit entre 15 et 20 ans pour les plus vieux. Et la période des naissances a lieu fin mai, début juin. Bien qu'appartenant à la famille des bovidés, l'animal, on le voit, est bien plus proche de la chèvre de montagne, car il est de la sous-famille des caprinés. Le ruminant a été introduit dans le massif en 1956, précisément 11 chamois d'Uffelberg en Allemagne. Et aujourd'hui, on en compte 1 millier, une population qui doit être régulée. On régule le chamois là, sinon il y a trop de consanguinité. Les chasseurs tuent le chamois normalement chaque année. Et aujourd'hui, on en prend d'ici pour introduire dans d'autres endroits, dans d'autres massifs de France ou même d'ailleurs. Parole d'accompagnateur, à chaque fois, le chamois était au rendez-vous. Quant à notre invité surprise, il est reparti lasser les photos vers d'autres cieux. Il est l'un des domaines les plus grandioses de l'Occitanie. Le château de Castries dans l'Hérault surplombe les magnifiques plaines du Languedoc. Son histoire raconte le passé d'une famille qui fit rayonner la région, la France et même les États-Unis. Un reportage découverte d'Anne-Sophie Pellegri pour Via Occitanie. Des images somptueuses, regardez. À une vingtaine de kilomètres de Montpellier, cet imposant édifice surplombe les plaines du Languedoc. Il est le berceau de la famille de la Croix de Castries qui contribue à la grandeur de la France et à l'indépendance des États-Unis. Entouré d'un jardin à la française dessiné par Lenôtre, abreuvé par un aqueduc réalisé par Pierre-Paul Riquet, le château de Castries est l'un des ensembles monumentaux les plus importants du sud de l'Occitanie. Bienvenue dans celui que l'on appelle le Petit Versailles du Languedoc.
Chaque mardi, une vingtaine de bénévoles se retrouvent au 2e étage du château. C'est ici qu'est entreposé l'ensemble du mobilier de l'édifice. Alors nous sommes en train de passer de l'eau japonaise sur un meuble qui a été verni. Et jusqu'à temps que le coton soit blanc. Donc il y a quelques tours de bras à faire. Le château de Castries a été vendu à la commune en 2013. Depuis, c'est l'association Les Amis du Château de Castries qui s'attache à redonner au domaine tout son éclat d'antan. Quand le duc et la duchesse ont quitté au milieu des années 80, je crois que c'est 87, le château, tout est resté tel quel. Il y avait effectivement le whisky dans les bouteilles de whisky, les cigares dans les boîtes à cigares, le bureau du duc qui était académicien avec tous ses archives, ses papiers. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt principal de ce lieu, c'est de témoigner de la manière dont vivait une famille aristocrate à l'époque. Dans cette bibliothèque où sont entreposés temporairement les tableaux, vous avez ici donc le personnel central de la famille, Charles Eugène, Gabriel de la Croix de Castries, son grand uniforme de commandant de la gendarmerie, son bâton de maréchal. Et que vous regardez son beau profil, on le retrouve là-bas, sur ce buste, qui est la copie du buste qui se trouve à Sainte-Lucie, le buste du maréchal Charles Eugène Gabriel de la Croix de Castries. Un maréchal qui donna son nom à la capitale de l'île Sainte-Lucie pour avoir milité en faveur de la restitution de l'île à la France par la Grande-Bretagne lors du traité de Versailles en 1783. Mais l'histoire de la maison de la Croix de Castries commence 3 siècles plus tôt. La famille de la Croix, elle vient en fait de Majorque. C'est une famille de commerçants devenus riches. Elle avait de l'argent. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'argent ne suffit pas pour paraître en société. Il faut de l'argent, il faut un nom. Et pour se faire un nom, il faut une terre. Guillaume de la Croix achète la baronnie de Castries le 3 avril 1495 et se fait une place dans la noblesse française. 5 générations plus tard, son descendant, René Gaspard, devient le premier marquis de Castries. C'est lui qui, en 1660, a l'idée de faire un jardin à la française en sollicitant André Le Nôtre. André Le Nôtre vient de terminer sa formation en Italie et il vient de réaliser le parc de Vaux-le-Vicomte. Donc André Le Nôtre va venir à Castries, va établir les plans d'un parc à la française et pour respecter les règles d'un parc à la française, il va demander de l'eau pour pouvoir faire ses miroirs d'eau, ses cascades et ses jets d'eau. Le parc du château de Castries est ouvert au public tous les jours de l'année. Direction la Martinique pour terminer cette édition avec d'autres images éblouissantes, celle d'un volcan totalement décapité par l'érosion. À Sainte-Anne, la savane des pétrifications, c'est son nom, offre un paysage quasi lunaire, aussi incroyable que spectaculaire. Jean-Marc Dabreux et Teddy Albert de la rédaction de Via ATV en Martinique nous y conduisent pour une escapade volcanique. Regardez. Au sud de la Martinique, bordée par la mer des Caraïbes, une plaine aux faux airs de désert. La savane de pétrification ou la promesse d'un dépaysement garanti. Au beau milieu de cet espace inattendu, nous croisons ce groupe de randonneurs habitués des lieux. Quand je viens ici, en fait, c'est parce que j'ai l'impression de ne pas être en Martinique, en fait, quand j'ai besoin de sortir un peu dans mon île, sans partir. Visiter la savane de pétrification, c'est aussi faire une balade dans le temps. Il y a 23 millions d'années, l'île aux fleurs est née ici. Il reste encore des traces de cette époque lointaine. Oui, là, je viens de ramasser un morceau de bois pétrifié, dit pétrifié, mais en réalité, c'est du bois silicifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de bois à l'intérieur. En fait, le bois, il est fibreux, un bout de bois pourri. Et ce bois a été traversé par des remontées hydrothermales, c'est-à-dire de l'eau riche en silice. On se retrouve au cœur d'un volcan, totalement décapité. Nous sommes en train de réaliser là, le rêve un peu fou de Jules Verne, c'est-à-dire pouvoir rentrer au cœur d'un volcan. De ce passé volcanique découle un sol argileux et très fertile. Une terre idéale pour la culture du melon. Cette exploitation d'une centaine d'hectares y était plantée depuis une quinzaine d'années. Les plantes sont puissantes
et nous donne un produit de grande qualité. Donc le fait d'être à proximité de cette zone nous fait partager la chance d'un terroir exceptionnel. Une nature généreuse et captivante. Ce photographe professionnel en a fait son terrain de chasse favori. Il y a beaucoup d'espèces différentes. Là, on parlait du paille en queue, mais on vient de voir le balbuzard pêcheur passé. Il y a la frégate, le pélican. On a l'impression d'être sur l'eau avec les oiseaux. Jadis, point le plus haut de l'île, la savane de pétrification offre aujourd'hui un panorama unique sur la Martinique. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.